Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que les journaux ont publié ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Super maire de Douala, le RDPC dicte finalement sa loi. Le comité central, après moult tractations, a réussi à imposer celui qui sera désormais le tout premier super maire de la capitale économique du Cameroun. Le film d'une folle journée que le quotidien La Nouvelle Expression vous trace en page 2 du journal avec évidemment les raisons pour lesquelles le candidat Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de Douala Premier, a finalement lâché prise et est venu annoncer lui-même son désistement devant le public. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité, avec évidemment un petit article sur l'équilibre régional, les péchés de l'élection de Douala. Des ressortissants de plusieurs d'autres communautés crient déjà à l'exclusion. À l'occurrence, dans cette liste, aucun ressortissant du Grand Nord et aussi des anglophones. Ça commence à bouger. Et le journal indiquait que l'on n'est pas encore loin d'avoir clos totalement ce dossier, indiquant aussi que même si le journal publie la liste de tous les maires, des super maires des villes du Cameroun, il y a Maroua qui reste encore sans maire, sans super maire. En tous les cas, certainement cette journée, on aura l'occasion de savoir qui sera finalement le super maire de la ville de Maroua. Le journal parle aussi de ce fait divers avec un élève qui meurt à Bafoussam des Noyades. Le drame est survenu dans la piscine d'un hôtel abandonné situé au quartier Kankop, c'est bien à Bafoussam. Toujours dans le quotidien La Nouvelle Expression, le journal évoque ici cet article de Charles Mongué Mouyemé, régime oligarchique indétrônable en plus. Depuis bientôt 4 décennies, l'intelligence futile a été découverte au Cameroun et sa production connaît une croissance. Et Charles Mongué Mouyemé de dire le Cameroun n'est pas seulement le premier producteur mondial d'intelligence futile, mais il en est également le plus grand consommateur, au moins dans ce domaine. Le pays consomme ce qu'il produit, faire semblant de travailler, déployer des énergies pour faire croire que les choses avancent, s'adonner à la corruption, à la prévarication et mettre des cerveaux à contribution pour décortiquer les crises exogènes qui plomberaient l'économie nationale. Voilà un extrait de cet article de Charles Mongué Mouyemé, qui est consultant et analyste sportif. Pour finir donc avec le quotidien La Nouvelle Expression, on parle évidemment de la Centrafrique avec cette interview d'Anissé Georges Dologuélé, candidat malheureux à l'élection présidentielle, le deuxième tour de la présidentielle de 2015 en République centrafricaine. Il dit on ne peut pas être au pouvoir et monter les populations les unes contre les autres, faisant ainsi allusion au climat d'insécurité qui continue de sévir en République centrafricaine. L'autorité de l'État n'est toujours pas restaurée sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour met en sa une élection des maires, la grande pagaille au RDPC. Le film de la folle journée de l'élection de Mbassa-Diné à Douala comme super maire. Les investitures du parti contestées, Douala, Maroua, mais aussi Yaoundé et dans d'autres villes. Les textes du RDPC en question, lire le dossier du quotidien Le Jour. Le journal parle aussi de Bamenda avec cette attaque armée des hommes armés qui attaquent et dépouillent l'équipe de Dragon FC qui se rendait à Bamenda pour un match d'Elite One face à PW de Bamenda. Ils ont été assaillis à l'entrée du stade. Téléphone portable et agents dépouillés. Le quotidien Mutation met en sa une chaos de RDPC, chaos debout. L'élection des maires des villes remet en lumière la fracture entre le sommet et la base du parti au pouvoir. Reportage à Douala et analyse. D'ailleurs, c'est Douala qui a d'ailleurs fait la belle démonstration de ce cafouillage dont parle le quotidien Mutation, et le journal parle aussi de Dragon de Yaoundé dépouillés, les joueurs dépouillés alors qu'ils se rendaient à une séance d'entraînement. Le journal parle aussi de la crise anglophone et les législatives partielles. Les vérités de Adamou Moussa, ancien journaliste à la télévision nationale, il jette son regard sur ces élections partielles dans un climat d'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest. Le journal Émergence parle des crises anglophones. International Crisis Group charge aussi l'armée camerounaise. Le journal parle ainsi de ce rapport qui indique que 50 personnes, l'armée a tué au cours du mois de février, 50 personnes. C'est la même actualité qui fait la une du quotidien Le Messager. 50 civils tués par l'armée, conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les chiffres sont de l'ONG International Crisis qui a publié hier un rapport sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest pendant la période de février
2020. Le journal Le Messager parle aussi de Supermain de Douala. Mbassadine envoie Tonné au chômage au terme d'un scrutin querellé. Il a écrasé son challenger, Jean-Jacques Ekidi du MP, qui est venu pêcher pratiquement en eau trouble, écrit le journal. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une Assemblée nationale dans la peau des députés en prélude à la session, en prélude à l'ouverture de la session de plein droit consécutive aux élections du 9 février dernier. Yaoundé accueille dès ce jeudi les élus de la nation qui viennent prendre part à ces travaux. Cameroun Tribune a donc braqué les projecteurs sur une dizaine d'élus qui vont connaître leur baptême de feu. Profil et état d'esprit, c'est à lire dans le quotidien Cameroun Tribune, avec évidemment en tête de proue le président du PCRN, Cabral Libi. Voilà pour ce qui est du quotidien, le quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien de l'économie met en sa une décentralisation vers la mise en place de la fonction publique locale. Suivant plusieurs analystes, la création par décret présidentiel de la National School of Local Administration le 2 mars 2020 marque une nouvelle étape dans ce processus. Il s'agira de produire ici des cadres pour l'administration locale utile à ces collectivités territoriales décentralisées. Voilà pour ce qui est donc du journal. Bref, voilà tout ce qui est paru à notre rédaction ce matin comme journaux pour cette revue de presse. Passe à présent avec nos invités du jeudi sur le plateau, évidemment. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec évidemment l'actualité qui vous a le plus marqué ce jour. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs Equinox Télévision, ils sont nombreux et surtout bonjour aux fans de la revue des Grandes Unes et spécialement au lieutenant le colonel Mayanga qui est au BEAG, au ministère de la Défense, qui m'a vu à Yaoundé et qui m'a arrêté pour me dire tout le bien qu'il pense de la revue des Grandes Unes et qui m'a chargé de vous dire bonjour. L'actualité qui a retenu mon attention, c'est une actualité, l'actualité est tellement foisonnante, mais c'est plutôt un titre que j'ai lu là dans un journal tout à l'heure où on dit de Mbassadine envoie Tonné au chômage. C'est un curieux titre. Monsieur Tonné est docteur en médecine. On sait très bien qu'il a été médecin à Konsamba, médecin à Bonabéry, médecin à l'hôpital Akantini, puis délégué du gouvernement. Même si aujourd'hui la loi sur la décentralisation le met sur la touche parce qu'il avait été nommé, il peut toujours continuer à travailler puisqu'il a la spécialité, il a... Camille, est-ce que vous ne tenez pas tout regard à ce titre, envoyé au chômage, une sorte dit qu'on met fin à ses fonctions, Camille. Mais il faut donc dire les choses telles qu'elles sont. On met fin à ses fonctions de délégué du gouvernement, mais on ne l'envoie pas au chômage. Il ne peut pas chômer. Il est docteur en médecine. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul et bonjour au doyen. Avant ça, on dit bonjour au colonel Mayanga. Au lieutenant. Au lieutenant Mayanga. Bonjour à lui, bonjour à en tout cas, il sera colonel. Bonjour aux nombreuses femmes qui prennent du plaisir à regarder cette émission. C'est la semaine de la femme. Et dans quelques jours, on va penser aux femmes. Oui, il faut penser aux femmes, il faut leur... pour celles qui fêteront et celles qui ne fêteront pas. Donc on leur adresse nos sincères... un bonjour très appuyé ce matin. Et l'actualité qui m'a marqué, c'est notamment l'actualité, vous savez, le 21 février, il y a quelques semaines, le maire de Bafoussam 3 avait accordé une interview dans une radio de Douala, dans laquelle il disait que les maisons, notamment celles de Ngwache, seront détruites si elles ne respectent pas un minimum de normes et tout ça. Et donc il se trouve que depuis quelques heures, il y a eu la sortie dans l'Infoca. Il y a encore eu quelques heures à la sortie de Samuel Eto'o autour de la même actualité. Moi, c'est ça qui, ces dernières heures, m'a marqué comme actualité. Il se trouve que Alain Foka et notamment Samuel Eto'o ont carrément pris à partie le maire, parce que j'ai lu la lettre ouverte de Samuel de bout en bout. J'ai écouté la sortie de l'Alain Foka. Il se trouve qu'il y a il transparaît un gros malentendu entre ces différents acteurs-là et ils semblent tous, notamment Alain Foka et Samuel, ne pas très apprécier la démarche du maire qui avait indiqué que si les 9 maisons construites ne respectent pas les réglementations, eh bien, il sera dans l'obligation de les détruire parce qu'il avait mis à la disposition
des populations. C'est quoi les normes Qu'il a offert des terres. Bon, les normes, il les a définies. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été associé à l'opération et donc, depuis quelques jours, ça fait les choux gras d'une certaine presse. Je pense que c'est une actualité qu'il faut suivre de très très près. Parce que quand ça commence à être dans l'espace public de cette manière-là, je pense qu'il faut suivre ça de très près. Mais je me souviens quand même que le maire avait dit que quand il prendra fonction, eh bien, si c'est maison obéissent aux normes, il n'y a pas de raison de les détruire. Donc, je me souviens qu'il avait quand même dit ça aussi. On suivra ça de très près. Est-ce que c'est pas aussi parce que le maire n'avait pas été... On n'avait pas vu autour de cette opération? Est-ce que c'est pas aussi cette expression? C'est pour ça qu'il tient à tout prix à détruire ces maisons? Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est vrai que l'événement, le site du drame, c'était Bafoussam 3 et que manifestement, on n'a pas beaucoup vu le maire autour de l'opération qui avait été organisée, le fameux grand événement. Et je refuse de croire que ça a un rapport avec cela. D'ailleurs, la preuve, c'est que le maire a offert des terres aux populations de Ngouache pendant, je vais dire, après cette catastrophe-là. Et on a bien vu le chef de la communauté présent autour de Samuel et d'Alain Foucault. Donc ce grincement de dents me semble un peu incompréhensible. Est-ce qu'on peut pas voir là derrière c'est indigeste. La main du maire Foucault? Parce que ce que j'ai écouté d'Alain et que j'ai lu de Samuel, c'est assez imbuvable. Mais en tout cas, ça fera peut-être certainement l'objet d'un autre débat. Dans tous les cas, il y a des maisons qui ont été construites. On voit quand même ces maisons détruites. Ça fait quand même mal. C'est quand même des efforts. Ce sont des efforts qui ont été consentis, de l'argent et du temps. Donc, il faudra suivre ça. Allons-y donc à notre premier sujet. Camille Nélé, au finish, même si les gens disent que le public dit qu'après 2 jours de tractation, la montagne a accouché d'une souris. Le RDPC, le comité central, a réussi à passer en force en imposant son candidat, même si on est allé à une élection dont les résultats étaient presque connus d'avance. Quelles leçons tirer de cette élection? La leçon à tirer, c'est plutôt une grosse question. Une grosse question qui part d'un gros constat. Ce qui s'est passé à la salle des fêtes a été tout simplement une comédie burlesque. Un spectacle dont on n'avait pas besoin. Je dis burlesque et même grossier, on n'avait pas besoin de cela parce que le RDPC, au moment où il avait annoncé l'élection d'un maire, il fallait qu'il y ait élection, il fallait qu'il y ait un vote, il fallait qu'il y ait compétition. Et 2 semaines avant cette élection annoncée, on a vu les candidats faire le tour non seulement des mairies, mais faire le tour des communautés, balancer des articles dans les journaux. On a même vu le docteur Soleil Jérémy passer à Canal 2, dans une télévision de la place. La confrérie, allez-y Camille. Voilà. Donc, tout le public, toute la ville de Douala s'attendait à une compétition ouverte. On s'attendait à voir qui de ces 4 challengers allait passer. Mais qu'est-ce qui se passe le jour du vote? Le RDPC sort avec une investiture. C'est-à-dire que personne ne se présente, il y a un seul candidat investi. Un seul candidat investi, ça veut dire qu'il n'y a plus de vote. Ça veut dire qu'il y a déjà un choix. Ça veut dire que le candidat investi par le RDPC était déjà nommé, était déjà désigné. Ça allait en contradiction parfaite avec la notion d'élection qu'on avait annoncée. Bon, maintenant on va plus loin. Si donc, du moins, les candidats surpris par cette tournure des choses n'en demandent pas, ils disent non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils prennent les 4 frais et ils disent non. Alors on assiste à un conciliabule, on assiste. Et rien du tout ne marche. Rien ne marche. Et là, alors qu'on a vu la grande artillerie arriver avec un pistolet, et on a mis le premier à qui on a mis le pistolet sur la table, c'est Jean-Jacques Lengue Malapa, qui était le plus virulent, qui estimait qu'on va à la compétition, on dit démocratie, on a à l'intérieur du RDPC, qu'on y aille. Bon, on a vu très bien qu'on ne lui a pas seulement mis le pistolet à la table, on dit que va dire toi-même que tu n'es pas là. Il l'a dit, et maintenant ça s'est passé. À son corps défendant. Maintenant, alors, l'autre côté absolument risible, c'est que Jean-Jacques Kindi, qui n'avait jamais manifesté sa candidature, est arrivé comme un sapeur-pompier pour crédibiliser l'élection. Parce que Soleil Jérémy et tous les autres, et les deux autres s'étant retirés pour suivre, pour respecter les instructions du parti, entre guillemets la discipline du parti, M. Mbassa Diné restait seul. Qu'est-ce qu'il avait fait? Tout le monde allait mettre son bulletin dans l'urne
Pour le publicité, non. Jean-Jacques Ekindi sort, il dit je suis candidat. Il est de l'opposition, ça arrange bien les choses. Et maintenant, on a donc un simulacre d'élection. Je n'ai rien. Est-ce que Jean-Jacques Ekindi ne voulait pas simplement pêcher à nos troubles et que par le coup du hasard, il pouvait passer? Non, il ne pouvait pas passer. De toute façon, il savait très bien que en face, c'était le RDPC qui était déjà vent debout derrière le candidat investi. Oui. Mais seulement, moi, je pense plutôt qu'il a voulu rendre service au RDPC. Il a rendu service au RDPC en crédibilisant l'élection, en disant qu'il y a eu élection. Les gens, je me suis porté candidat, il y a 25 personnes qui m'ont fait confiance. Bon, les autres ont fait confiance à M. Mbassa-Diné. Les 4 candidats sont des personnes bien outillées. On ne peut pas dire qu'il y avait des tocards là-dedans. Tocards, c'est-à-dire que dans le sens de cheval de course. C'est-à-dire les gens, oui, tout à fait. Ces 4 personnes, c'est vraiment de grosses têtes, de grandes élites et des personnes absolument compétentes. Maintenant, le fait pour le RDPC d'imposer un candidat et de dire que ce candidat-là a été élu, c'est ça la grosse entourloupe de cette affaire qui se termine aujourd'hui. En eau de boudin, bon, les journaux, curieusement, ont été assez tempérés ce matin, parce que moi, je me serais attendu à voir, par exemple, à la une de mutation, élection causée de fil blanc. Ou alors, mais je vois la nouvelle expression qui dit que non, le RDPC dicte sa loi. Mais, et c'est ce qui s'est passé, c'est le RDPC qui a dicté la loi. Alors on se demande, le maire de la ville est-il un produit du RDPC au point que le RDPC l'impose? On verra bien. Mais le plus important, le résultat des courses est que M. Mbassa-Diné a été élu, entre guillemets, et maintenant il est le maire de la ville. Maintenant, ce qu'on attend, on attend de voir le maçon au pied du mur. Mais il faut dire, et l'histoire le retiendra, que la première élection du maire de Douala aurait été une véritable farce. Une élection entachée de beaucoup d'irrégularités. Alors, Gervais Fongan, sur cette élection du maire de Douala, on a par exemple le cas de Marois, où jusqu'ici le supermaire n'est pas encore connu. Qu'est-ce qui coince véritablement? Va-t-on s'en sortir avec ça? Dans ce contexte, par exemple, le cas de la ville de Douala, où le supermaire a finalement été élu au forceps, est-ce que ça fera forcément un bon maire? Non, non, parce que ça m'oblige à observer 3 choses. Est-ce que ça ne peut pas aussi entraîner des relations très froides entre la super mairie et la mairie de Douala premier? Et même les autres mairies? Et les autres mairies aussi, ça n'aura pas un impact? Ben, c'est évident que ça aura un impact, c'est une vérité de la palisse. Moi, je voudrais totalement aller à l'encontre de ce que le doyen assemblée d'hier, une lecture à l'opposé, moi qui m'oblige à observer 3 choses. La première, pour indiquer que l'opposition a quand même 52 conseillers municipaux, avait 52 conseillers municipaux à cette élection-là. C'est combien? Et on est surpris que le candidat de l'opposition n'ait obtenu que 25 voix. Je me serais attendu au minimum à ce qu'il y ait que l'essentiel des voix de l'opposition soient orientées vers Jean-Jacques Ekindi. Ça aurait fait sens, à mon avis. Et ce qui m'amène à observer la deuxième chose, pour rappeler que je n'ai pas le sentiment que Ekindi est allé naviguer en eau trouble, Jean-Jacques Ekindi. Simplement parce que les 2 jeux de tractation qu'on a observés, il se disait que le RDPC va subir un vote de sanction. Et subir un vote de sanction, c'était de voter contre le RDPC. Et l'alternative présente, c'était Jean-Jacques Ekindi. Donc moi j'ai toute la matinée d'hier, moi j'ai caressé l'espoir pourquoi pas de voir les conseillers exprimer leur désapprobation et leur mécontentement, qu'ils soient logiques jusqu'au bout de leur démarche en refusant qu'on leur impose un maire. Finalement, il y a eu le même phénomène qui s'est passé, souvenez-vous, à Yabassi. Et il y a eu un vote de sanction contre les RDPC et Jacques Maboula est devenu maire. En 2013. Parce que la population désapprouvaient les méthodes du RDPC. Mais là, c'est la population qui votait. Non, oui. C'était les conseillers. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'était les électeurs. C'est pas les mêmes conseillers d'hier, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les mêmes conseillers d'hier ont dit, ils se disaient que si ce n'est pas Lengue Malapa qui est élu, il y a même des menaces de troubles à l'ordre public, eh bien, ils sont prêts à faire un vrai véritable désordre. Donc, ils voulaient absolument que Lengue Malapa passe. Je dis, à mon sens, ils doivent rester logiques jusqu'au bout en faisant le fameux vote de sanction. C'est ça qu'il s'agit. C'est le seul moyen pour les conseillers municipaux, généralement, d'échapper à la discipline du parti. Tout à fait, c'est le seul moyen. Et encore que pour le cas d'espèce, je parle bien des militants du RDPC, qui, eux, portaient la candidature de Lengue Malapa et ont estimé qu'on ne peut pas leur imposer, mais alors qu'ils ont fait un choix. Et donc, ils auraient pu rester cohérents et logiques jusqu'au bout
et exprimer le fameux vote de sanction qui aurait permis à Jean-Jacques Ekindi a voulu surfer dessus et ça aurait peut-être permis de rebondir. Et puis non, la troisième chose pour sortir, c'est que moi j'avais que je voulais observer trois choses. La troisième rapidement, pour dire que ce que j'ai observé hier, c'est un crime contre la démocratie. Le chef de l'État avait voulu qu'on retienne de lui celui qui apporte la démocratie et la prospérité. Il se trouve que hier, à la salle des fêtes d'Aqua, on a assisté à un crime contre la démocratie. Parce que un crime en direct. Un crime contre la démocratie, et c'est totalement inadmissible, incongru, illogique et inacceptable. Le même cas s'est produit dans le Dja-Ilebo. Le Dja-Ilebo, pour ceux qui nous regardent à la diaspora, c'est le département du chef de l'État, à Saint-Mélima, où il y a eu Faustin Bekono qui a été élu, et le Sérail, le directeur du parti voulait imposer Joël Essiane. Au point, il y a eu une note du gouverneur qui a été envoyée où on demandait de surseoir à la passation de service, alors que les conseillers ont élu Bekono comme maire. Vous voyez que ça crée des tensions incroyables et on menaçait de reprendre l'élection. Les gars, les conseillers ont dit non, jamais. On a choisi. On ira jusqu'au bout. On a choisi, mais c'est celui-là qui sera maire à 100 000. Et vous voyez, quand on a ce type de tension, ce type de grincement dedans, ce type d'éclat de voix, dans le département d'origine du président, ça veut dire que l'expression du malaise est profond. Et au finish, on a été obligé de consacrer la démocratie et de remettre Bekono à son poste de maire parce que les conseils l'avaient choisi. On a voulu tenter le même scénario, le même passage en force à Douala, mais c'est héréditaire, mais on ne peut pas continuer. Je veux dire que cette manière d'opérer n'est pas de nature à ramener la sérénité. Et puis ça laisse un vrai doute sur l'avenir, sur le lendemain du RDPC. On se demande si ce parti survivra à son président. Après. Parce qu'il faut les arbitrages, même pour des choses banales comme celle-là, on est en droit de se demander si le RDPC va survivre à son président. Parce qu'il est obligé, comme on l'a vu à Saint-Mélima, de faire des arbitrages, alors que les populations feront un choix. Mais le directoire veut passer en force et changer. Oui, Camille. Ça ne fait pas sérieux. Et Guy avait Fongan, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sur la forme, vous êtes d'accord avec moi dans le fond, en estimant, en concluant que c'est un crime contre la démocratie. Un crime contre la démocratie parce que les populations qui n'étaient pas dans la salle, les populations, dans leur maison, dans leur domicile, dans leur quartier, avaient leurs représentants, avaient même les oreilles. Les gens ne quittaient pas les radios, les téléphones. Ces populations-là attendaient une élection. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un politburo qui, dans le plus pur style soviétique, a donné un oukase qui devait être respecté. Avec la sortie même du mandataire du RDPC. La sortie du mandataire du RDPC. Ministre Benoît Donsoumet. Alors, je dis un oukase qui a été respecté par qui? Par des conseillers qui eux-mêmes, il ne faut pas l'oublier, avaient été investis par le même parti RDPC. Et il y a même, dans la matinée même, il y a eu une sorte de message qui était en train de publié, qui était publié dans tous les postes, qui disait que le secrétaire général du RDPC a dit, le secrétaire général du comité central du RDPC a dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec le candidat investi n'ont qu'à démissionner et nous allons tirer toutes les conséquences. Alors quand il y a une menace comme celle-là, ça ce n'est même plus une épée de Damoclès, c'est un pistolet à la tempe. Donc ça veut dire que... Et personne ne veut prendre le risque. Personne ne peut prendre même de... Non mais c'est vrai qu'une menace... Attends, le parti politique n'est pas une secte. Non, c'est pas une secte. On peut sortir, on peut décider de s'en aller. C'est pas une secte. C'est vrai qu'une menace, ça ne reste qu'une menace. Le RDPC, surtout les élus, les derniers élus... Parce que n'est pas une secte. Les derniers élus du RDPC ne peuvent pas quitter le parti après les efforts de la dernière élection. Donc c'est pour ça que je dis et je persiste à dire que on n'a rien, moi j'ai rien contre l'élection de M. Mbassa Diné qu'on attend maintenant de voir sur le terrain. Mais le problème c'est que cette élection va laisser des séquelles. Non seulement des séquelles, mais surtout un arrière-goût d'inachevé et chez les conseillers municipaux. Et même plus grave, ce que je voulais ajouter, c'est que le RDPC aurait très bien pu éviter ce spectacle scabreux. Il aurait pu appeler les 4 candidats 3 jours plus tôt, leur dire écoutez, arrêtez, on ne veut plus de candidats, voici. Pourquoi attendre la dernière éviter et nous épargner de ce spectacle. Nous épargner ce spectacle grotesque. On va évoluer. Non, 5 secondes. Malheureusement, on va évoluer. Il n'a pas été assez fin, et on nous a donné cela.
Pour le résultat des courses, on a un maire, on a un super maire. Dans tous les cas. Mais dans tous les cas, Guy Hervé, dans tous les cas, Mbassa Diné a été élu maire. J'aurais fini ici. C'est tout. 5 Oui, secondes. allez-y alors. 5 secondes, c'est pour dire rapidement que je ne sais pas ce que le doyen essaie de démontrer. Je veux dire que un parti politique n'est pas une secte. On peut décider de quitter le parti. Les mêmes militants du RDPC à Yabassi ont voté l'opposition et on leur a rien fait. Donc ils peuvent très bien exprimer leur cohérence. Je veux dire que ce n'est pas compliqué à comprendre. On leur a rien fait. S'il vous plaît, Donc, s'il vous ça plaît, leur s'il reste vous plaît. On perd beaucoup de temps ça leur reste là-dessus. qu'une- Comparaison n'est ça pas ne reste qu'une menace. Je Ça ne reste qu'une menace. voudrais revenir. Camille Zélé. Le cas de Yabassi, c'était les populations. Là, dans le cas particulier, c'était un conseil municipal. C'est les conseillers municipaux. Tandis qu'à Yabassi, les populations. Dans les gens encore plus malléables. Il y avait identifié. un clivage entre deux leaders. C'est encore plus On va avancer. On est encore plus profond ici. Et puis, d'où vient-il que Bassadine refuse d'aller aux élections contre Lengue Malapa? Ça n'a pas de sens. Guy a fait Fonga. Il a refusé d'aller aux élections. Il avait déjà son investiture. Donc il n'avait Ça n'a pas de sens. Alors on va évoluer. Alors Guy Mbassa Diné, qui est un haut commis de l'État, il a occupé des hautes fonctions dans l'administration, on connaît l'esprit des fonctionnaires. Est-ce que juste après son départ à la retraite, il a été élu sénateur. À ma connaissance, je ne l'ai jamais vu sur le terrain battre une quelconque campagne, aller à l'encontre des populations. Est-ce qu'avec ce profil, il fera un bon super maire au-dessus des élus? Non, parce que je suis de ceux qui avaient rêvé avec la suppression du poste de gouvernement, avec l'avènement des maires de ville, qu'on aura enfin un nouveau visage. On aura des élus qui seront conscients de leurs responsabilités et qui prendront à cœur les préoccupations quotidiennes des populations pour améliorer leur qualité de vie, parce qu'ils se sentent investis d'une mission qui leur a été donnée par les populations. Et bien malheureusement, ce sera exactement comme avec la plupart de nos chefs d'État qui pour la plupart ne se sont jamais battus pour accéder au pouvoir. Et bien, les puissances étrangères les ont installés au pouvoir. C'est ça, exactement le même scénario. Quand vous avez un super mec qui ne s'est pas battu pour être super, je vais dire qu'il ne se sentira pas redevable vis-à-vis des populations. C'est exactement la même chose. C'est le problème que nous avons. Il sera redevable au comité central. C'est malheureusement je finis pour dire que c'est malheureusement le cas dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Vous avez des chefs d'État qui généralement ont été choisis, si vous voulez, ont été choisis, désignés, nommés, qui ne sont pas battus pour accéder au pouvoir. Eh bien, on constate au fil des années et leur indolence, leur nonchalance, leur inertie, parce qu'ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple. Donc, on souhaiterait avoir des élus qui se sentent redevables vis-à-vis du peuple et qui pensent qu'ils ont des comptes à rendre au peuple. Sauf que pour le cas d'espèce, on aura, moi qui vis dans le littoral et à Douala, il se trouve que malheureusement, on aura, contrairement aux autres villes, on aura probablement un maire de la ville qui, dans sa zone de confort, et c'est moi qui n'a pas de compte à rendre aux populations. Heureusement que c'est pour 5, ce n'est que pour 5 ans. Oui, pour 5 secondes. Non, je ne peux pas suivre Guy. Non, je parle de 5 ans. Oui, c'est 5 ans seulement. Au bout de 5 ans, il aura eu le temps de faire ses preuves. Et puis, moi, je dis que, bon, bien élu ou mal élu, il est élu aujourd'hui, il est maire pour 5 ans. Bon, maintenant, on attend de le voir à l'œuvre. Vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est un haut commis de l'État qui a suffisamment de compétences en matière de gestion et d'administration, mais n'oubliez pas qu'il est secondé lui-même par une autre personnalité compétente, son premier adjoint, le docteur Soleil Jérémy, qui est docteur en médecine, qui a été délégué régional de la santé pour le littoral, directeur de l'hôpital Akani. Ça veut dire que c'est quelqu'un... On peut questionner son bilan à Akani. Non. C'est tout comme... Dans tous les cas, Camille... S'il fallait questionner le bilan, moi je voulais dire qu'il est accompagné, il a comme bras droit quelqu'un aussi qui a l'habitude de la gestion des hommes et des grands... En espérant qu'il les écoutera. C'est pour ça que je dis donc que ne lui faisons pas de procès. Il a été élu maintenant. Qu'on le voit à l'œuvre. On passe à l'hôpital, c'est pas une ville qu'on va gérer. En tout cas, Guy-Hervé Fonga, on passe à notre deuxième sujet. Guy-Hervé Fonga, on passe à notre deuxième sujet. Il y a ce rapport de International Crisis Group qui fait état, indiquant que l'armée, au cours du mois de février, a tué 50 civils. Un autre rapport qui va certainement encore susciter une sortie du gouvernement avec toute la polémique que ça suit. Quel est votre regard sur la publication de ce rapport? Non, je pense qu'il faut rester professionnel et méthodique dans la manière de pratiquer le métier. Et j'ai observé avec beaucoup
de malaise, le chassé-croisé médiatique entre, je crois que j'ai vu Mathias et Konangini, Cédric Noufélé pour Equinox, donc c'était pas très beau à voir. Et puis un autre média, Yaoundé Vision 4, s'y est mêlé pour régler les comptes par médias interposés. Non, il faut dire que le rapport de Human Rights qu'on a vu peut être questionnable. Vraiment, il est questionnable dans la mesure où il cite comment s'appelle la dame? Enfin, les propos. Voilà. Le rapport cite des propos attribués à quelqu'un, ce qui ne donne pas directement le sentiment que Human Rights a fait, comment on dit en sciences sociales, une observation in situ. Il s'est fait sa propre religion sur ce qui s'est réellement passé. Le rapport de International Group. À partir de ce moment-là, ça peut laisser... Moi, je questionne la méthodologie. Ça peut laisser quand même des suspicions sur le mode opératoire de ces organisations internationales qui parfois... D'après vous, il y a collusion et complicité entre International Crisis Group et Human Rights Watch? Ce ne serait pas nouveau et ce ne serait pas surprenant. Je pense qu'il faut rester assez prudent et questionner la méthodologie qui a abouti à ce rapport. Quand un rapport cite quelqu'un et ne se met pas en avant du point de vue, moi qui suis purement un cartésien dans l'âme et qui questionne la méthodologie du point de vue des sciences sociales, ça me laisse assez dubitatif. Ça me laisse assez dubitatif. Camille Nélé, au-delà de tous ces rapports, certainement votre point de vue sur le rapport de International Crisis Group? Ce n'est pas la première fois. Vous savez, depuis au moins 3 ans, International Crisis Group a toujours été très acerbe et même très violent contre l'armée du Cameroun. C'est pour cela que même Human Rights Watch, qui embouche exactement la même trompette et qui concorde toujours des rapports à charge. C'est pour ça que le journal émergent international charge le Cameroun. Mais quand on fait un rapport, on le fait à charge et à décharge. On est surpris que International Crisis Group ne parle pas des crimes qui sont perpétrés dans le Ndonga Mamtoum contre les Bororo, qui sont tués tous les jours, dont on arrache le bétail et qui sont chassés de leur terre. Ni International Crisis Group, ni Human Rights Watch, et bientôt vous allez voir Amnesty International entrer là-dedans parce que est-ce que c'est pas pour ça qu'elle parle souvent de crise humanitaire, Camille? Mais alors, crise humanitaire... Est-ce que vous voulez un rapport spécial sur ces Bororo dans le Nord-Ouest? Non, le rapport, quand vous faites le rapport, vous faites un kaléidoscope de tout ce qui se passe sur le terrain. Moi, je pense que leur problème, ce n'est pas de dire que celles-ci sont des victimes, celles-ci sont des assassins, mais dire que voici ce qui s'est passé, et d'un, et de deux. Que ce soit Human ces 3 ONG, c'est des ONG qui connaissent la réalité de ce qui se passe au Cameroun, avec une rébellion, avec des gens qui ont décidé de faire sécession, qui ont pris des armes et qui s'attaquent aux populations, et qui s'attaquent aux institutions, aux militaires, aux gendarmes et tout cela. Donc la vérité, c'est que ces personnes qui sont bien placées, on a même vu l'autre jour le rapport scabreux de cette dame de Human Rights Watch qui avait été Amnesty International, qui était chassée d'Amnesty International pour se retrouver maintenant à Human Rights Watch, qui a dit que non, elle possède des vues satellitaires du site on appelle ça quoi? Ngarbou, la veille, et dessus le Ngarbou après. Ça veut dire que, mais pourquoi est-ce que leur vision satellite c'était seulement sur Ngarbou? Donc, vous comprenez que ces personnes ont un problème. Présenter l'armée camerounaise comme une armée criminelle et tout faire pour attirer les foudres de la communauté internationale sur le Cameroun. Et c'est pour cela que personne... Quand Guy Hervé Fongan tout à l'heure parlait de professionnalisme et parlait de méthode, il a oublié la responsabilité. Parce que le journaliste qui répercute, qui copie et qui met en grande une la substance du rapport de ces ONG qui ne sont là que pour mettre le feu, devrait d'abord se dire que, mais au fait, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous vivons ces choses-là dans ce pays? Alors quand ce journaliste même prend ça et colle ça sur sa page et met un titre, et se complaît à dire charger le Cameroun, presque avec un plaisir jouissif. Non, il faut faire attention. Il y a une question de responsabilité. Et la responsabilité, c'est au moins d'avoir de la réserve et de la distance. C'est compris, Camille Nélé. Dernière question pour sortir. Nous sommes presque au terme de cette édition. Au-delà de ces rapports qu'on lit et voit qui fument partout, d'après vous, quelle est la réalité sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des tueries qui sont effectuées? Quand on voit des images des maisons, des habitations
entièrement brûlés. Est-ce que dans ces... Parce que hier aussi, il y a eu le quotidien Le Messager qui faisait état de ce que deux colonels sont incités et d'autres soldats de rang sont impliqués dans ce qui s'est passé à Ngargou. Ça, c'est des ragots. Non. C'est des ragots. Je vais vous dire une chose. Vous avez posé une question. Quelle est la réalité donc? La réalité, est-ce que vous avez déjà vu... La question m'était adressée. Non seulement. Est-ce que vous avez déjà vu une guerre civile où les gens ne meurent pas? Est-ce que vous avez vu une guerre civile où les gens qui ont pris les armes et quand vous voyez les populations s'enfuir, qu'ils ne soient pas tués? Est-ce que vous avez déjà vu une guerre civile où il n'y a pas de dégâts collatéraux? Donc moi, ce que je dis, il ne faut pas que... Tous ceux qui meurent, on les met dans les dégâts collatéraux. Non, pas tous ceux qui meurent. On les met dans la crise. Et cette crise-là, il n'y a pas de crise où il n'y a pas de mort. Et dans une guerre, il y a toujours des morts. Donc il ne faudrait pas... Et il y a les responsables quelque part. Oui, mais les responsables, vous savez, Jean-Paul Chouinard, l'autre jour, vous avez dit quelque chose de très très important. Vous avez été sur le terrain de l'opération. Et votre convoi a même été attaqué par des séparatistes. Et que vous dites vous-même que vous avez eu la peur de votre vie. Et que si on vous avait demandé de revenir le lendemain, vous ne seriez pas revenu. Vous savez ce que c'est que vivre dans une zone de guerre, Jean-Paul Chouinard. Et quand ces personnes qui sont assises dans leur bureau et devant leurs ordinateurs pour balancer des rapports à charge, parce que si on veut faire un rapport objectif, qu'on fasse un rapport à décharge, qu'on dise que oui, pendant que l'armée, on nous dit que l'armée, mais on nous dit aussi que, ou bien ces séparatistes qui balancent des vidéos monstrueuses à travers le monde entier. Il faut les têtes des soldats entre leurs mains. Ça, c'est la partie faible de ces rapports. Et c'est pour ça que moi je dis que quand on les balance dans les journaux, les gens lisent les journaux, les gens vont sur les réseaux sociaux, ils se disent, leur religion est faite, ils se disent que non, l'armée camerounaise est une armée criminelle. Non, je suis un peu agacé par la banalité avec laquelle le doyen semble traiter les 16 ONG Human Rights et International Crisis. Elle le mérite. Je veux dire qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement pour dire que ces rapports sont la conséquence c'est une photographie, si vous voulez, de ce que nous vivons au quotidien, même si parfois on peut noter deux, trois exagérations. Mais on ne résout pas un problème avec le déni. Ce n'est pas, on est tout d'accord ici que depuis 3 ans, le NOZO est invivable, ingouvernable et que un groupuscule de population dicte la loi et fait ce qu'il veut et que l'État semble être un peu aux abois. Le dire, ce n'est pas être antipatriote, mais c'est la vérité. Et la preuve, c'est ce que nous sommes en train de reprendre les élections dans cette partie du pays-là. Et rien ne nous garantit que cette élection, on pourra les tenir dans ces conditions. C'est un indicateur suffisamment clair de ce que cette zone est réellement perturbée. Donc quand ces ONG donnent l'alerte, il faut parfois qu'on les prenne aussi en considération. Ne jetons le bébé avec l'eau du bain. Souvenez-vous que pendant l'incident de Ngargou, on a eu 3 communiqués différents du même incident. Dans le premier communiqué, on commençait par dénier. Il y avait un déni de la réalité. Le communiqué du gouvernement. Oui, le premier communiqué, c'était le CELCOM du MINDEF. Après, il y a le MINDEF lui-même et après, il y a le MINCOM. Vous voyez, les 3 communiqués pour le même événement où on avait l'impression qu'il y a une vraie cacophonie gouvernementale. C'est nous-mêmes qui donnons l'occasion à ces ONG, on tend le fouet pour se faire battre. Et dire que nos ONG est vivant et ingouvernable, ce n'est pas une réalité. Les gens sont au quotidien meurtris là-bas et ces ONG ont le droit de sonner l'alerte et dire que... Mais quand vous parlez de déni qui avait format, quand vous parlez de déni... Le communiqué, le premier communiqué, on sera obligé le premier paragraphe, juste une seconde. Le premier paragraphe, les 2 premières lignes du communiqué. On sera obligé de vous interrompre. C'est un déni, prenez le premier paragraphe. La régie fait... Le premier paragraphe. On va continuer certainement demain. La régie nous fait signe que nous avons épuisé le temps. Le sujet est assez passionnant, mais on est obligé de mettre un terme à cela. On aura l'occasion de continuer. Mais après le travail que l'armée opère sur le terrain. Guy Hervé Fongang. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous pour une autre édition. Entre-temps, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Madame, monsieur, restez sur les programmes d'Equinox Télévision.